Bonjour à tous, bienvenue. On est encore en train d'admettre les inscrits participants. On vous demande juste quelques moments de patience avant de démarrer avec Mélanie. Bonjour tout le monde. Alors, sachez que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. On a vraiment envie de faire de la transmission de connaissances, de créer des savoirs qui soient publics et partagés avec Mélanie aujourd'hui. Mais vous êtes d'emblée muté et vous n'avez pas de caméra activée. Par contre, n'hésitez pas si vous voulez lever la main, poser des questions, intervenir, commenter dans la partie conversation du webinaire. C'est vraiment un espace de partage aujourd'hui qu'on veut ouvrir avec Mélanie. On veut en discuter, même si bien sûr on a une présentation pour vous. On a des moments d'interaction, d'échange. Donc, normalement, vous devez bien nous entendre et pouvoir interagir. Dans l'espace Teams, il y a un espace questions-réponses que vous voyez Q&R en haut, mais n'hésitez pas, on n'est pas énormément à parler dans la partie conversation, donc le clavardage habituel. Et puis, nous, on va démarrer. Hein, Mélanie, je pense qu'on est prête. On est prête. C'est parfait. Donc, allons-y. Puis, je vais te demander de valider si on voit tout. Je te confirme qu'on voit bien ton écran. C'est bien en plein écran, c'est parfait. C'est parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre webinaire de Datalama avec Mélanie Rambert à mes côtés. Un webinaire qu'on a intitulé « Protéger et utiliser les données personnelles ». Aujourd'hui, on veut vous présenter une trousse de survie pour les organisations à l'ère numérique. Et donc, c'est un peu ambitieux. En même temps, c'est des outils qui vont, on espère vraiment vous aider pour entrer dans les bases de la gestion des données personnelles à l'heure d'aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous ? Datalama, c'est une entreprise sociale, donc il y a vraiment une mission principale pour démocratiser la gestion des données, puis c'est tout l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est rendre l'utilisation, la protection des données accessible, intéressante pour tout un chacun, et puis on veut surtout faire en sorte que les données soient utilisées, produites, partagées avec responsabilité, mais aussi avec transparence, et de bien expliquer quels sont nos processus autour de la collecte, de l'utilisation, du partage, de la conservation, de la destruction des données. Vous allez voir que des thématiques dont on va parler avec Mélanie aujourd'hui qui sont vraiment accessibles, on espère, à travers cette présentation et cet échange. Donc, on a une offre de service, on est une entreprise à Datalama, mais une entreprise sociale, je vous le disais, parce qu'on veut favoriser un dialogue citoyen autour des données, bien expliquer les bénéfices, les enjeux et aider tous les acteurs à avoir justement cette même démarche de transparence, d'explication, de pédagogie. On soutient aussi les organisations, publiques comme privées, communautaires, dans la gestion éthique et responsable des données. En fait, on entre dans tout le volet mise en conformité, non seulement juridique, mais aussi éthique. On a un volet développement, avec notre directeur justement en développement numérique, en métavers. On fait des solutions numériques à la fine pointe pour favoriser la collaboration, mais avec toujours le souci de protection des données, d'inclusion. Et dans le cadre de ce webinaire, vous le voyez, on veut contribuer à la formation continue pour favoriser ce qu'on appelle l'acquisition de compétences transversales, donc IA et éthique, gestion et utilisation des données. Toutes ces maillages de compétences qui sont très importantes à l'heure d'aujourd'hui dans vos organisations qui sont en pleine transformation numérique, on le sait, et puis souvent de façon très rapide. Alors, je me présente, moi je suis Cécile Petitgand, donc j'ai fondé Datalama, puis je suis sa PDG. Et j'ai une expertise en gestion des données en IA responsable à travers un parcours principalement académique avec un doctorat d'abord au Brésil et en France, puis un post-doctorat ici à Montréal. Et puis, je travaille en parallèle comme conseillère auprès d'organismes publics et je suis professeure à l'école de santé publique de l'UDM. Alors, Mélanie est avec moi. Vas-y, Mélanie. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me spécialise vraiment en services numériques responsables et principalement pour le volet éthique, donc notamment en éthique de la santé mentale numérique parce que j'ai une expertise en santé mentale. J'ai été conseillère en éthique et responsabilité de la plateforme suicide.ca pour la stratégie numérique en prévention du suicide. Puis dans ma vie personnelle, je suis aussi administratrice d'organismes communautaires, notamment en troubles alimentaires. Donc, j'essaye vraiment de développer une petite expertise santé mentale numérique et éthique de la santé mentale numérique. Et dans la vie, je travaille à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas du tout à ce titre-là que je vais m'exprimer. Mais tout ça pour dire que ma spécialisation, c'est vraiment les pratiques éthiques.
Merci beaucoup. Beaucoup de chapeaux, très occupé de nombreuses expertises. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, je continue avec le webinaire d'aujourd'hui parce qu'on veut le présenter sous forme d'une formation. Je vous disais, c'est interactif. N'hésitez pas à interagir dans la conversation. Mais on veut, en fait, recevoir tout d'abord vos attentes. Alors, pour ça, on a mis en place un sondage qui est vraiment très rapide et accessible. Si vous allez sur la plateforme slido.com et que vous entrez ce numéro, donc 3794717, et puis je pense, Mélanie, si ça ne te dérange pas de mettre le lien directement vers le sondage, s'il ne voit pas apparaître dans la conversation. En rentrant dans ce numéro, vous allez pouvoir voir un petit sondage qui vous demande en fait c'est quoi vos attentes vis-à-vis du webinaire d'aujourd'hui. Puis on va pouvoir visualiser à mesure que vous remplissez, c'est totalement anonyme, les réponses pour avoir une petite idée du panel des attentes, de ce que vous voulez prendre, développer, partager. Donc, je vais voir si ça fonctionne. Super. Donc, on voit déjà des personnes qui nous répondent ici. Me garder informé sur la gestion des données confidentielles, aborder la sécurité sur l'utilisation de données personnelles. Donc, vous êtes au bon endroit. C'est vraiment de ça dont on va parler. Allez-y, vous pouvez rentrer, mais même de façon brève, concise, vos présentations. Super. Je vois qu'il y a 9 personnes qui sont en train de remplir. En apprendre davantage sur la gestion des données, la confidentialité, les meilleures manières de conserver les données personnelles, garder le contact, se mettre à jour, être sensibilisé, c'est formidable. On est ravis de voir ça, d'avoir des outils pour la gestion des données, des bonnes pratiques, apprendre, en connaître davantage sur la sécurité des données et la confidentialité. Bah écoutez, c'est vraiment, je pense, Mélanie, je pense que c'est plus rassurant pour nous. On voit qu'on a essayé de bâtir des outils autour de ces réponses. Donc, c'est ça, renseignement personnel, aborder la confidentialité, démystifier les intelligences artificielles. On a un petit volet sur ça aussi. Mais je vous remercie de participer. À la fin, on a aussi un questionnement autour de ces outils et de vos retours, mais on voulait avoir vous donner une petite saveur d'interaction pour vous dire, regardez, vous êtes là, on vous écoute, mais n'hésitez pas à écrire aussi, à entrer en contact avec nous par la suite. Donc, parfait. Je reviens à ma présentation. Normalement, ça va, vous continuez à me suivre, sinon, interrompez-moi. Alors, aujourd'hui, on vous propose de mettre en lumière des implications concrètes de certaines évolutions législatives qui sont en lien avec la protection des données. On dit renseignement personnel dans le vocabulaire juridique, hein. Tout renseignement qui peut identifier une personne directement ou indirectement. C'est ça la définition. Et comme il y a eu beaucoup de chambardements, de modifications législatives, on veut vous accompagner dans qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans vos activités. On vous propose de vous fournir des ressources et des outils pour vous aider à bien vous conformer à ces obligations, mais on va aller au-delà, en fait. On va aussi dresser des pistes pour adopter des pratiques exemplaires, éthiques et responsables en gestion des données. Puis, on espère qu'après ça, dans votre trousse à outils, à la fois pour être conforme, mais pour être exemplaire, vous vous trouverez plus équipé. Donc, c'est vraiment ces objectifs. Et puis, vous présenter aussi le type d'accompagnement qu'on peut offrir à Datalama avec Mélanie pour aller au-delà de cette formation, certainement, et puis aller voir des projets concrets au service de la confidentialité, de l'utilisation responsable et transparente des données. Donc, Mélanie, c'est à toi. Entrons dans pourquoi la gestion des données est si importante. Oui, alors, donc, aujourd'hui, en fait, on collecte énormément de données via nos sites web et nos applications. Il y a beaucoup d'organismes qui développent des pratiques numériques. Puis, évidemment, avant, on collectait beaucoup de données par le téléphone ou toutes les interactions qu'on pouvait avoir en face à face avec notre clientèle. Mais le fait de passer au numérique, ça a vraiment fait croître de manière exponentielle le nombre de données qu'on collecte, que ce soit en fait des données statistiques dépersonnalisées comme des Google Analytics à l'entrée des sites web ou des renseignements personnels. Donc on peut penser aux identifiants directs ou indirects des personnes comme leur nom, leurs adresses courriels, les comportements de navigation, donc là on parle plus de statistiques, des informations comme par exemple quand on collecte des dons, quand on fait du clavardage par texto ou par téléphone, toutes ces interactions-là, on collecte des données. Parfois aussi, il y en a qui tombent dans des angles morts, on les oublie un peu. Tu sais, ça peut être les données personnelles de nos employés qu'on a sur des serveurs. Donc, on collecte énormément de données aujourd'hui.
On voit aussi que les préoccupations des personnes sont croissantes. Donc là, on vous a mis l'image d'un petit sondage qui avait été diffusé dans la presse en 2022. Puis on voit que 46% des personnes qui ont répondu au sondage, elles n'étaient pas vraiment d'accord ou pas du tout d'accord sur le fait que leurs données personnelles étaient bien protégées par les entreprises en ligne. Donc on voit que les gens sont préoccupés aussi de la qualité de la protection de leurs données. Au cours de la pandémie aussi, on a assisté vraiment à une augmentation puis une sophistication des cyberattaques et qui sont notamment liées en fait avec l'augmentation du télétravail puisque la première faille, c'est souvent la faille humaine. Puis, ces cyberattaques-là, ben, elles entraînent des coûts financiers quand même énormes pour les organisations. C'est-à-dire que parfois, quand un parc informatique est corrompu, ben, ça peut prendre des semaines à une entreprise à le rétablir, puis à retrouver des outils de travail fonctionnels et puis dénués de tout virus ou faille. Et puis, les conséquences potentielles pour les personnes qui sont touchées, donc qui voient leurs renseignements personnels divulgués de manière frauduleuse, ben, elles peuvent être énormes. Puis, euh, parfois, ben, quand il y a un grand nombre de données qui sont diffusées, c'est problématique, mais il peut s'agir qu'un seul verbatim, par exemple, d'une conversation confidentielle soit diffusé pour que l'impact pour la personne soit très, très important. Donc, à la limite que une seule donnée soit diffusée de manière frauduleuse ou des centaines, eh ben, l'impact négatif est quand même très important pour les personnes qui sont personnellement touchées. Euh, donc, au Québec, on a des principes juridiques à respecter, plusieurs principes juridiques à respecter en lien avec la protection des renseignements personnels. Puis, la protection des renseignements personnels est couverte par le principe du droit à la vie privée en premier lieu. Donc, c'est un droit fondamental qui est issu de la Charte canadienne, puis de la Charte québécoise et du Code civil. L'état mort du système de protection des renseignements personnels au Québec, c'est vraiment le consentement. Donc, ce consentement, il doit être libre, manifeste, éclairé. Puis, c'est vraiment des notions qui rappellent l'importance des pratiques éthiques, puisque, en fait, parfois, même si on est transparent sur papier, avec des politiques de protection des renseignements personnels qui sont claires puis rédigées, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui ne les lisent pas ou qui sont moins en mesure de comprendre ce que c'est un consentement libre ou de comprendre les conditions d'utilisation des données quand elles utilisent un site Internet. Donc, c'est pour ça que, pour faire respecter le consentement de manière adéquate, des fois, il faut aller plus loin que la loi et puis penser vraiment aux applications éthiques de ces principes-là. Le consentement, il doit être donné aussi par les personnes concernées par les données personnelles pour toute collecte, utilisation ou communication de données. Euh, Autre principe juridique, bon, on parle de nécessité et de proportionnalité. Ça veut dire qu'on va collecter uniquement ce qui est nécessaire pour les fins consenties et rechercher à maximiser les bénéfices et limiter les risques. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Si je donne un exemple, ben, par exemple, si on veut collecter des données pour améliorer les pratiques d'intervention clinique, quand on fait de l'intervention psychosociale, par exemple, ben, ça veut dire qu'on peut le faire, mais à condition que les risques pour les individus, ils n'excèdent pas les avantages cliniques qu'on peut en tirer. Donc, améliorer les pratiques d'intervention clinique, c'est bien, mais il ne faut quand même pas que ça représente un risque trop élevé pour les données des personnes. Donc, il s'agit toujours de trouver cet équilibre-là dans nos pratiques de gestion des données et des renseignements personnels. Au niveau du cadre légal applicable au Québec, donc on a la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ça, c'est la loi à laquelle sont soumises la plupart des entreprises privées, mais aussi la plupart des organismes à but non lucratif. Je le précise parce que je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, généralement, c'est la loi sur le secteur privé qui couvre nos activités. Au Québec, on a aussi la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Et en termes de nouvelles lois, donc, on a récemment eu l'adoption en septembre 2021 de la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Et en 2023, encore plus récemment, la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant certaines dispositions législatives. Au niveau des principes éthiques maintenant, on peut parler du principe de responsabilité. Donc en fait, ça veut dire que les organisations qui collectent des renseignements personnels, ben, elles sont responsables de mettre en œuvre les mesures qui sont requises pour protéger ces renseignements. Donc par exemple, des balises de sécurité technologique. Puis, quand on parle de responsabilité, ce qu'on veut dire aussi, c'est que les organisations sont imputables en cas de bris de confidentialité. Donc,
et aussi des incidents de sécurité. Donc, par exemple, en cas de fraude de données, ben, l'organisation a une responsabilité, elle est imputable de cette fraude-là, puis de cet incident de sécurité, donc elle peut être tenue responsable. Euh, Puis d'un point de vue éthique plutôt que strictement légal aussi, ben, les organisations qui collectent puis qui utilisent des données sensibles, elles doivent s'assurer qu'elles le font dans un objectif de bienfaisance. Donc par exemple, les données collectées, elles pourraient servir à améliorer les futurs services offerts à la population en permettant à l'organisation de mieux connaître les besoins de la clientèle. Puis, quand on parle de responsabilité d'un point de vue éthique, c'est aussi qu'on est responsable de ne pas agir de manière malfaisante. Donc, par exemple, de ne pas divulguer des renseignements personnels sans le consentement des utilisateurs. Tout ça, c'est lié au principe de responsabilité. En termes de sécurité, donc on le disait, hein, au cours des dernières années, les cyberattaques qui visent les entreprises du Québec, elles se sont à la fois multipliées, mais aussi complexifiées. Puis, afin d'éviter de causer du tort aux personnes dont les renseignements personnels pourraient faire l'objet d'un accès non autorisé, les organisations, elles doivent garantir que les données sont manipulées de manière sécuritaire et à toutes les étapes de leur cycle de vie, c'est-à-dire de la collecte jusqu'à la destruction. Des données bien protégées, bah, ça passe nécessairement par des infrastructures technologiques qui sont sécurisées. Donc ça inclut notamment des méthodes de stockage qui sont robustes, parfois avec du cryptage par exemple. Une gouvernance aussi qui repose entre autres sur des politiques et des procédures de sécurité informatique qui sont strictes et solides. Donc par exemple, sensibiliser les employés régulièrement à la cybersécurité. On va en reparler un petit peu plus tard. Quand on parle de transparence maintenant, ce qu'on veut dire, c'est que les organisations, elles doivent fournir des informations claires et compréhensibles à tous les utilisateurs au sujet des données qu'on collecte, de leur utilisation, des mesures de protection de la vie privée, etc. Puis aussi de la façon dont les utilisateurs peuvent retirer leur consentement à la collecte des renseignements personnels et d'autres aspects dont on va reparler. Donc, bien évidemment, ça, c'est quelques principes éthiques qui ne sont pas exhaustifs et puis, chaque organisation peut définir, ses valeurs en termes de protection des renseignements personnels. Alors, merci Mélanie. Donc, pour le contexte québécois, peut-être plus largement aussi avec l'éthique dont tu as parlé, on voulait aussi aborder le contexte canadien. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'IA, du moratoire qu'on devrait faire sur le développement de l'intelligence artificielle. Puis, en réponse à tous les enjeux qui sont soulevés dans les médias, mais auprès des experts, il y a eu un travail législatif, une accélération des discussions au niveau canadien, notamment sur un volet de ce projet de loi C-27, qui est la loi sur l'intelligence artificielle et les données. C'est un élément de la législation qui vise à mieux réglementer les dispositifs d'intelligence artificielle à haut risque. Mais en fait, c'est un appareillage qui est plus vaste, qui est préparé au fédéral. C'est encore un projet de loi, ce n'est pas encore adopté, mais qui va revoir la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs avec plus d'obligations, des amendes plus élevées, des programmes de protection des données à mettre en place dans les organisations, une bonne délimitation de ce que sont les données déidentifiées. Donc, on enlève un identifiant, mais on peut toujours identifier versus des données anonymisées. Donc, tout ça, tout un appareillage finalement législatif de mise à jour de la loi sur la protection de la vie privée. Et un dernier élément de ce projet de loi, c'est la loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels. Donc, ce tribunal, il va accompagner le commissaire à la vie privée pour analyser ses décisions et appliquer des amendes. Donc, on parle vraiment principalement aujourd'hui de la loi 25, donc la mise à jour des dispositions législatives pour le privé et le public dont a parlé Mélanie. On va peut-être aussi un peu aborder le secteur de la santé, mais dites-vous que c'est vraiment loi 25 et puis des applications éthiques. Mais sachez qu'en toile de fond, il y a des discussions en parallèle aussi au niveau canadien, donc on voulait le souligner aujourd'hui. Alors, toutes ces lois, tous ces principes éthiques qu'on a développés, c'est pour nous avec un objectif principal, bâtir et maintenir la confiance. Vous savez, la confiance, c'est un élément fragile. Déjà, on met du temps pour la bâtir, mais une fois qu'on est venu à l'enfreindre, c'est très difficile de la rétablir. En effet, c'est comme une feuille froissée. On se souvient d'un incident de confidentialité, on se souvient d'une fuite de données, on se souvient d'une rupture du lien de confiance et du respect des droits qu'on pensait attendre d'une organisation. Le but, c'est de prévenir. Bien sûr, on cherche à guérir dans la gestion des données, mais à prévenir les incidents, à bâtir un capital de confiance, soit si vous êtes une entreprise avec votre clientèle, une organisation avec vos parties prenantes, même avec vos employés comme organisme public, pour pouvoir se dire qu'on utilise des données qui sont en fait des renseignements personnels intimes des personnes, avec un lien finalement fort, pérenne, qui permette que les personnes nous les confient et se disent, elles sont gardées de façon protégée, utilisées pour un bénéfice, avec un objectif que je connais.
Donc, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de la gestion des données, mais avec un but vraiment fort et final, au-delà de la mise en conformité, c'est garder cette confiance. Alors, on vous propose une boîte à outils avec Mélanie aujourd'hui autour de 6 outils. Donc, on a du travail, mais on va aménager une pause au milieu pour recevoir vos questions s'il y en a. J'arrêterai alors le partage d'écran que je prendrai par la suite. Mais n'hésitez pas toujours à intervenir dans le clavardage puisque nous, on conserve vos réactions et puis c'est toujours utile pour bonifier cette présentation et l'accompagnement qu'on peut offrir. Alors, le premier outil, c'est la gouvernance des données. Alors, on se dit, les données, on va d'abord aborder les bases de données, l'utilisation, la protection, la destruction. Nous, on veut d'abord parler des personnes. Parce que la gouvernance des données, d'une certaine façon, c'est les rôles, les responsabilités, les fonctions autour de cette tâche de gestion des données. Et c'est ce qui nous semble être très important à penser, à mettre en place en premier. Puis d'ailleurs, sachez que la loi 25, qu'a présentée Mélanie, adoptée en septembre 2021, puis qui a de l'échelonnement, là vous voyez en septembre 2022, il y avait des obligations, elle demande à ce que tout organisme public, toute organisation privée nomme un responsable de la protection des renseignements personnels, qui est par défaut le plus haut dirigeant de cet organisme ou de cette organisation privée. Donc, il nous faut un responsable. En fait, dans le milieu anglophone, on parle de Privacy Protection Officer. Il y a plusieurs termes. C'est la personne qui sera, on va dire, in fine imputable, mais c'est tout qui doit s'assurer de la mise en conformité, de l'application de bonnes dispositions juridiques et éventuellement des principes éthiques. Puis, dans les organismes publics, chaque organisation doit former un comité sur l'accès à l'information depuis septembre 2022, qui est doté d'expertises différenciées, qui a beaucoup plus de tâches autour de l'analyse des demandes d'accès aux données, les utilisations, la journalisation, etc. Mais pensez que c'est quand même l'obligation, un comité sur place. Alors, bien sûr, la gouvernance des données, elle va au-delà de ses fonctions et de ses structures. Vous imaginez que là, on parle juste des obligations émanant de la loi 25, mais en fait, il y a tout un organigramme à revoir. Alors, nous, on voit comme une pyramide, c'est un peu vertical, on s'en excuse, ce n'est pas forcément l'idéal d'une organisation horizontale, mais qui est quand même intéressant. Alors, sachez que, par exemple, dans le milieu anglo-saxon, là, c'est l'association des fiduciaires de données dans le domaine de la santé qui produit des cadres de pratique intéressants. Mais il positionne un Chief Data Officer comme un directeur ou une directrice de la gouvernance des données qui va en fait avoir un chapeautement, un rôle de chapeauter un comité. Ça peut être une formée d'experts qui ont un regard sur la gestion des données. Mais vous voyez qu'à la base, ce sont des gens qui vont garder les données. En fait, les personnes qui sont responsables des bases dans le domaine du data stewards, ils sont gérés par une personne qui va regarder ces fiduciaires de données et qui rendent compte à ceux qui s'occupent des utilisations, les trustees, ceux qui regardent en fait qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, quelles sont les politiques en place. Alors, lorsque je présente ce type de pyramide, on me dit oui, mais moi, dans ma startup, on est 4-5. Est-ce qu'on a besoin de faire toute cette hiérarchie? Pas forcément, non, mais avoir bien connaissance qu'il faut un nom associé à qui s'occupe des bases, à la conservation, etc., des gens qui regardent les droits et obligations, qui sont aussi chargés des registres, c'est important. Et minimalement, un responsable ou une responsable qui chapeaute un peu cette vision, qui a une vision plus holistique de la gouvernance des données. En pensant bien sûr multidisciplinaire, parce qu'on n'est pas seulement dans des personnes qui sont des scientifiques des données. Un juriste dans l'organisation peut s'intéresser à ce volet aussi, un éthicien, etc. Alors, la gouvernance des données, elle se décline aussi en politique et procédure, c'est la documentation. Puis là, à cet égard, on va dire que d'ici le 22 septembre 2023, ça émane vraiment de la loi 25. Il va falloir avoir dans vos organisations des politiques de gouvernance des données qui soient très claires et qui soient publiées sur le site internet de l'organisation et qui déclinent les règles applicables pour la conservation et la destruction. Très concrètement, vous collectez quoi, combien de temps? Comme ça, les gens savent, OK, vous gardez mon courriel, mais telle durée de temps et pour quelle utilisation? C'est qui s'occupe de quoi? Les rôles et responsabilités des membres du personnel dans votre organisme ou organisation privée tout au long du cycle de vie des renseignements personnels. Donc, c'est qui s'occupe de la collecte, de la gestion, de la réception des plaintes, du traitement des demandes d'accès. Il faut bien spécifier les personnes, ou au moins les rôles, si ces personnes tendent à changer régulièrement, et donner une adresse courriel de référencement pour des personnes qui ont des demandes. Pas forcément pour traiter des plaintes, mais parfois pour avoir accès à leurs données. On va en parler par la suite, c'est un droit. Chaque individu peut demander l'accès aux informations dont vous disposez sur cette personne. Donc, c'est important d'avoir un référencement. Ici, il y a une représentation qui est très belle et qui a été faite par Mélanie autour de, en fait, ça prend quoi cette gouvernance? Il y a des politiques de qualité de sécurité, des mécanismes de traitement des plaintes, une politique de confidentialité, une obligation, vous le voyez beaucoup sur les sites internet des organisations. Vous pouvez avoir des codes de déontologie, des procédures internes de cybersécurité, de traitement des incidents.
et on en passe. Il y en a beaucoup, mais le minimum intégral, c'est une politique de gouvernance des données. Donc, ce que je vous ai présenté ici. Allons avec l'outil 2. Vas-y, Mélanie. Exactement. Et donc, en termes de gouvernance des données, Cécile vient de le dire, c'est intéressant et utile de réfléchir au rôle et responsabilités des personnes dans notre entreprise ou dans notre organisation qui manipulent des données. Et c'est bon aussi de poser sur papier un espèce de mapping, une cartographie de c'est où les points de collecte en fait, à quel moment dans nos interactions avec la clientèle on collecte des données, qu'est-ce qu'on en fait, dans quel format est-ce qu'on les collecte, est-ce que c'est des données statistiques dépersonnalisées ou un renseignement personnel? Où est-ce qu'elles sont stockées dans nos serveurs? Donc, par exemple, est-ce que c'est en ligne dans une plateforme comme SurveyMonkey? Est-ce que c'est dans notre Teams à l'interne? Est-ce que c'est dans des dossiers tout simplement qu'on a sur notre bureau d'ordinateur? Pourquoi on collecte ces données? Quelles utilisations on en fait? Est-ce qu'on va les partager avec des chercheurs ou avec des partenaires? Qui y a accès dans l'organisation? Donc, est-ce que c'est le département des communications? Est-ce que c'est les personnes à la comptabilité pour les collectes de dons, par exemple? Hem, Quels sont les rôles associés à ces données-là? Donc, si on y a accès, pourquoi? Hem, Combien de temps aussi elles sont conservées? Est-ce qu'on les détruit à un moment donné? Qui les détruit? Tout ça, c'est vraiment important de se poser la question et de faire l'exercice de le mettre sur papier parce que c'est pas nécessairement évident. On l'a vu tout à l'heure, il y a énormément de données qu'on collecte, parfois à des endroits différents. Donc ça peut être, à l'entrée de la plateforme ou bien, par exemple, c'est ça, quand les gens remplissent des formulaires en ligne et cetera. Donc, on peut vite être un peu, perdu dans toutes ces données-là et puis perdre le fil, surtout quand on travaille avec des fournisseurs en technologie informatique, à l'externe, par exemple. C'est important de les questionner aussi pour savoir où est-ce que ces données, elles s'en vont dans l'univers et donc faire cet exercice-là, ça peut vraiment nous amener à avoir un portrait plus clair de comment on gère nos données, à l'interne. Et donc il y a des outils qui existent pour nous aider à faire ça et puis à identifier les risques aussi qui sont liés à ces différents types de données qu'on collecte et à leurs différentes utilisations. Donc, ici, on vous a mis un tableau qui donne un exemple de catégorie de risques qu'on peut trouver en lien avec les données. Et puis on vous a mis aussi une boîte à outils pour les données sensibles qui est normalement destinée aux chercheurs, mais puis qui peut quand même donner des très, très bonnes idées, de balises à appliquer et à mettre en place et qui a été développée par l'Alliance de recherche numérique du Canada, en lien avec la gestion des données de recherche. Donc, la présentation, elle va être disponible. J'ai vu qu'il y avait une question dans le clavardage à cet effet. La présentation, est disponible, on vous a mis le lien et les outils sont cliquables, donc vous allez pouvoir y accéder aussi, par la suite. Dans les nouvelles exigences, légales, il y a aussi l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve un peu effrayant au premier abord, donc c'est important de le vulgariser puis de vous expliquer un peu mieux ce que c'est. Donc dès septembre 2023, en fait, toutes les organisations, elles devront conduire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant de communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques. Donc, ça peut vous arriver de vouloir faire des recherches sur vos données, donc c'est bon de le savoir. On devra aussi faire cette évaluation-là pour tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de systèmes d'information ou de prestations électroniques de services impliquant des renseignements personnels et avant de communiquer un renseignement personnel à l'extérieur du Québec. Donc, en gros, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ça consiste à évaluer tous les facteurs qui auront un impact positif ou négatif pour le respect de la vie privée des personnes concernées. C'est un exercice qui vise à mieux protéger les renseignements personnels et à mieux respecter la vie privée des personnes physiques. Puis, en fait, c'est ça, c'est une bonne pratique de réaliser cette évaluation-là quand les renseignements personnels ou la vie privée des personnes sont concernés. Puis en même temps, ben, c'est pas nécessairement un exercice qui doit rester ponctuel dans le sens où c'est efficace que si ça évolue de façon continue. Donc une fois qu'on a fait cette évaluation, ben, on peut la revoir au besoin tout au long de la vie du projet qui nous amène à collecter des données et des renseignements personnels. Donc dans tous les cas, l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, elle doit être
proportionnées à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support. Ça, c'est les termes de la commission de l'accès à la formation qui propose un guide d'accompagnement très utile pour réaliser cette évaluation-là, qui est plus simple dans les faits que ce qu'elle a l'air. Parfait. Donc, on en vient à l'outil 3, donc prévenir et gérer les incidents de confidentialité. Donc, en effet, ça aussi, c'est un élément qui est présenté dans la loi. Puis, on commence par la définition. Alors, je dois avouer très personnellement que quand j'ai vu la définition d'un incident de confidentialité, tel que le présente le gouvernement du Québec, je suis un peu tombée du haut de ma chaise parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses peuvent être des incidents de confidentialité. Mais l'important, c'est de comprendre ce qu'on doit en faire et quelles sont les implications lorsqu'on les détecte. Alors, le gouvernement nous dit l'incident de confidentialité, c'est un accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel, à son utilisation ou à sa communication, de même que sa perte ou toute autre forme d'atteinte à sa protection. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir les exemples. Imaginez si un membre du personnel consulte des renseignements non nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Donc, ça peut être dans beaucoup de situations. Imaginez une communication faite par erreur à la mauvaise personne par un employeur, ou bien là, on parle plutôt d'intrusion à une personne qui perd ou se fait voler des renseignements. Donc, c'est plutôt ce qu'on identifie normalement à un incident de confidentialité, mais c'est beaucoup plus large. Un accès non autorisé à des renseignements sans consentement, c'est un incident de confidentialité. Puis la loi 25 au Québec, elle exige que depuis le 22 septembre 2022, chaque organisation, elle tienne un registre. Elle annote quelque part quels ont été les incidents de confidentialité qui ont été perçus, enregistrés. Bien sûr, ceux qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les noter. Mais ceux dont on a connaissance, il faut les mettre dans un registre, les consigner avec un certain nombre d'informations, dont justement les renseignements qui sont concernés, de quelle personne éventuellement, à quel moment, qui est responsable, quelles sont les implications. On doit aviser la commission d'accès à l'information si l'incident présente un risque sérieux de préjudice pour la personne concernée, donc un vol avec une potentielle utilisation malfaisante, même si elle n'a pas été enregistrée. En fait, pour savoir si un incident de confidentialité doit donner naissance à une information à la CAI ou à la personne concernée, on suit un algorithme décisionnel. Puis heureusement, le gouvernement du Québec a mis à disposition, vous avez le lien ici puisqu'on va partager la présentation, mais si vous mettez incident de confidentialité gouvernement du Québec, vous arrivez sur une page, vous pouvez voir ce schéma. Et en fait, on vous présente là le chemin de décision. Donc, on a motif de croire que c'est un incident de confidentialité. Est-ce qu'il présente un préjudice sérieux? Oui, non, peut-être. Il y a une discrétion quand même à l'organisme. On doit informer la commission, la personne. Que fait-on? C'est quand même très utile pour aller gérer ce type d'incident, même s'il n'a pas encore d'impact pour les personnes qui sont concernées par cette fuite. Pensez aussi que agir, c'est bien, je disais guérir, mais on peut prévenir le mal, c'est-à-dire avec plusieurs actions, comme des audits de vos systèmes d'information, le fameux inventaire de données de système dont parlait Mélanie précédemment. Si vous mettez en place un système de journalisation des accès à des dossiers, des documents et des types d'utilisation qui sont faites, ça peut vous aider à voir si ça a été autorisé ou non, à quel moment ça s'est fait, est-ce qu'il y a des personnes qui ont accès de multiples fois ou c'est une seule fois accidentelle. Ça, c'est vraiment utile. Puis, aussi, prévenir, c'est sensibiliser, c'est former avec des guides de pratique pour la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est bien protéger la confidentialité des données? À quoi on accède? Comment on accède à ces informations dans un Wi-Fi qui soit public, privé? Il y a des guides de pratique qui sont multiples et qui peuvent aider. En fait, toutes ces actions de prévention, ça va vous aider aussi à faire en sorte que votre organisme ou votre organisation privée, elle soit aussi assurable en termes de cybersécurité. Il faut savoir que pour assurer aujourd'hui une organisation, c'est plus difficile et c'est plus cher parce qu'il y a tellement d'incidents de confidentialité que les assureurs demandent ces pratiques, ces bonnes pratiques de prévention pour après pouvoir vous couvrir contre un risque et éventuellement vous assurer une couverture du dommage. Donc, des bonnes pratiques à mettre en place. Puis, je vous le disais, il y a des guides de pratique des balises. Celle-ci m'a été partagée par Mélanie. Donc, c'est ce qu'on peut partager avec des employés, avec des fournisseurs, des partenaires. Utilisez des mots de passe forts, soyez attentifs à ce que vous téléchargez, soyez respectueux de la confidentialité, essayez d'avoir une connexion sécuritaire, parce qu'il faut savoir que maintenant, on est tous en télétravail au moins quelques jours par semaine. Puis, la cybersécurité, c'est un enjeu quotidien et pas forcément avec des grands incidents. Ça peut être des petits incidents, des fuites, des choses qui portent préjudice à nos organisations. Quand vous êtes au même partie d'une très grosse organisation, vous êtes responsable à votre petite échelle. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire et qui sont accessibles pour décroître la vulnérabilité de nos organisations face à des attaques
ou même face à des utilisations qui sont non désirées, pour garder encore, je disais l'objectif principal, le lien de confiance avec les personnes dont on prend les données en charge. Alors, si on veut aller vers la méthode plus lourde, là, ce qui est beaucoup plus complexe, mais finalement plus rigoureux, pour les personnes parmi d'entre vous qui veulent aller à un niveau au-dessus, donc là, on est vers l'exemplarité totale et pas seulement la conformité. Il n'y a pas une loi qui va vous dire d'utiliser le cadre du NIST, du US Department of Commerce, mais c'est vraiment la bonne pratique exemplaire aujourd'hui. Ici, en fait, c'est un manuel que produit le NIST, mais il y a des organisations, là j'ai pris l'exemple d'une firme qui crée des infographiques simplificateurs pour vous dire il faut identifier les menaces et leurs sources, analyser leurs probabilités et le type d'impact qu'ils pourraient produire dans votre organisation, donc classer les risques. Puis je présentais ce schéma hier et puis on me disait oui, mais moi, j'ai vu qu'il y a 9000 types de risques. C'est quoi les plus courants? Là aussi, il y a des organisations qui peuvent vous aider à cibler le type de risque. Ce n'est pas forcément des experts en cybersécurité qui soient extrêmement dispendieux pour votre organisme, mais allez faire une classification des dizaines de risques les plus probables dans votre organisme, d'essayer de voir le type d'impact, la probabilité d'occurrence et quelles actions vous mettez en place pour prévenir, puis après pour guérir. Donc, ça peut être accessible, même si je vous avoue que c'est du lourd. Est-ce que vous auriez des questions à ce stade, Mélanie? Je ne peux pas voir le clavardage, mais si tu veux, j'arrête l'écran pour qu'on puisse en parler. Je suis dans le clavardage, je vais pouvoir prendre les questions. Donc, j'arrêterai le partage? Je les vois en ce moment, fait que tu peux le laisser. Ouais. Est-ce que tu veux les énoncer à haute voix? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Parfait, on peut continuer, oui? Il y a un commentaire par contre qui mentionne que c'est vrai que ça peut faire un peu peur d'entendre tout ça quand à l'interne, on n'a pas nécessairement les ressources ou des pratiques déjà mises en place. Alors, je répondais à ça que je pense que des fois, on peut y aller aussi un pas à la fois, commencer par ce qui est possible et ce qui est plus accessible, s'appuyer sur les ressources disponibles. On en a partagé plusieurs aujourd'hui. Et puis, des personnes comme Cécile et moi, ça nous fait plaisir d'être disponibles. Si vous avez des questions puis que vous souhaitez nous interpeller, on est là pour ça. Exact. Et puis, l'idée des outils que tu as présentés même dès le début avec l'inventaire, ça peut être une première étape. C'est déjà lister ce qu'on a, quel type de données on possède, combien de temps on les a gardées. C'est vrai que ça peut être une première étape de diagnostic. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou on embraye? C'est comme tu le souhaites. J'en vois pas d'autres, alors je pense qu'on peut y aller. De toute façon, à la fin, il y aura une autre occasion de poser des questions. Super, à toi. Alors, donc un petit peu plus tôt, on parlait du consentement qui est vraiment l'étalon or de la protection des renseignements personnels et puis des droits des personnes. Donc, on va voir en pratique comment on peut faire pour respecter ces droits. Puis je fais tout de suite un commentaire sur le fait que des fois, il y a des choses qui existent sur papier, il y a des exigences légales, mais dans la pratique, ça peut être vraiment plus compliqué que ça. Et comme j'ai un biais santé mentale, je pense beaucoup à nos pratiques en santé mentale et au fait qu'on travaille souvent avec des personnes qui peuvent être en situation de vulnérabilité. Et si je prends l'exemple des conditions d'utilisation et des politiques de confidentialité qu'on doit accepter, ça nous est tous arrivé, on télécharge des applications, on approuve la politique un peu par réflexe, puis parce que, on n'a pas trop le temps de la lire et cetera. C'est important justement d'avoir une pensée éthique, en fait, pour essayer le plus possible de faciliter la compréhension des conditions d'utilisation des renseignements personnels pour les personnes qui sont un peu plus vulnérables et qui n'ont pas nécessairement, le temps ou des fois les moyens de compréhension pour comprendre un peu plus les exigences légales. Donc c'est notre travail de faciliter, cette compréhension-là et puis d'outiller les gens de manière adéquate pour que les pratiques soient les plus respectueuses et transparentes possibles du consentement des gens dans la vie réelle et pas uniquement, en fonction de ce qui est écrit sur le papier. Donc, c'est ça, en vertu de la loi 25, le consentement, il doit être manifeste. Donc ça veut dire que la personne doit l'exprimer. Il peut pas être juste, très, très implicite. Il doit être aussi libre et éclairé et donné à des fins spécifiques. Donc, on l'a vu, il y a différentes utilisations des renseignements personnels, chacune spécifique. Donc ce consentement, il doit être donné pour, toutes ces fins-là. Le consentement obtenu, il devrait être demandé pour chacune de ces fins dans des termes simples et clairs. Donc ça rejoint un peu ce que je disais plus haut, de vulgariser le plus possible ce qu'on a comme condition.
Et puis, sauf exception, un renseignement personnel, il ne pourra pas être utilisé à une autre fin par une organisation, à moins que la personne concernée, elle y consente spécifiquement. Finalement, les organisations, elles devront obtenir un consentement formulé de manière expresse. Donc, c'est ça qu'on voulait dire un peu plus tôt par manifeste. Puis, c'est ça, le consentement formulé de manière expresse, il doit être obtenu avant d'utiliser un renseignement personnel sensible à une fin différente de celle prévue lors de la collecte. Hem, Puis moi, j'aime bien parler d'éthique by design à ce stade-là. Ça veut dire que toutes ces choses-là, elles devraient être réfléchies, selon moi, avant d'utiliser des services numériques. Donc, par exemple, si on veut créer une plateforme de clavardage, c'est important de penser en amont à comment le consentement peut être obtenu et puis respecté dans nos pratiques. Et donc, par exemple, ben, ça peut être d'intégrer dans nos plateformes des boîtes à cocher. Donc, à chaque fois qu'un renseignement personnel va être collecté, aviser l'utilisateur à l'avance et puis lui demander de cocher une petite boîte qui dit: «J'accepte les conditions d'utilisation», avec un rappel vers les conditions d'utilisation. On peut se permettre de donner des informations supplémentaires quand on le juge nécessaire pour bien informer la personne. Mettre en ligne évidemment une politique de confidentialité qui soit claire et compréhensible et puis, s'assurer de mettre en application les choses qu'on promet aux utilisateurs. Donc, quand on leur dit qu'ils peuvent retirer leur consentement, corriger ou supprimer des renseignements personnels, et ben, il faut qu'on se donne les moyens en tant qu'organisation de faire en sorte que ce soit vrai. Donc, par exemple, si on a des services qui permettent à la personne de rester anonyme, comment on va faire pour supprimer les renseignements personnels de cette personne-là, si elle le désire, alors qu'elle nous a peut-être pas donné son nom? Donc, il faut trouver d'autres moyens, de pouvoir faire respecter ce consentement-là dans la pratique et c'est important de réfléchir à ces choses-là, en amont. Des fois aussi, on peut se réajuster, il y a toujours des imprévus qui arrivent et puis c'est toujours l'occasion justement d'y réfléchir et de réajuster nos pratiques, mais si on peut réfléchir quand même à des choses en amont, le faire, c'est bien. Donc, les principaux droits des utilisateurs à respecter, donc le droit d'accès aux données dans un format qui est, on parle de droit à la portabilité des données. Ça veut dire dans un format qui est, standard et puis que bon, tout le monde a à peu près, l'habitude d'utiliser. Donc un Excel, un Word, ça c'est des formats qui sont assez standards et qui devraient être utilisés pour faciliter le droit d'accès aux données. Les utilisateurs ont aussi le droit de retirer leur consentement à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels, droit à l'effacement ou à l'oubli, droit de demander une rectification des données, droit de connaître les temps de conservation, donc ça, les politiques de confidentialité peuvent, le préciser. Droit de connaître les usages des données, puis droit d'être informé de l'utilisation d'une technologie d'identification, de localisation et de profilage et de la désactiver. Donc, on pense notamment à la fameuse géolocalisation. Quand on utilise des applications comme, Facebook, Instagram, on sait qu'on peut être, localisé. Bon, ben, si on veut utiliser cette technologie-là dans nos propres organisations, il faut en informer les personnes et puis leur expliquer comment elles peuvent désactiver cette fonction-là. Je pense aussi à des choses comme la publicité ciblée. C'est courant des fois, dans nos pratiques de marketing ou de communication de le faire avec des choses comme, le pixel Facebook, par exemple. Ben, ça aussi, on devrait en informer l'utilisateur qui a le droit de savoir quand est-ce qu'il est, tracé en quelque sorte. Encore là, vous avez plus d'informations qui est disponible sur le site de la commission de l'accès à l'information. C'est vraiment des bonnes ressources, alors n'hésitez pas à aller, les consulter. Merci Mélanie. Donc moi, j'en vais maintenant avec l'intelligence artificielle. C'était l'une des attentes au début de notre webinaire. Il y a des gens qui ont parlé d'IA. Puis je vous disais, au fédéral, il y a toute une discussion et aujourd'hui une réflexion collective, même avec des experts, pour avoir une loi sur l'IA au Canada. Donc, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, si on revient en territoire québécois, on sait quand même qu'il y a certains aspects qui ont trait à l'intelligence artificielle dans les dernières lois de protection sur les renseignements personnels. Puis dans la fameuse loi 25, dont on vous parle en fait depuis le début de ce webinaire, on dit que les organisations doivent informer les personnes lorsqu'elles font l'objet d'une décision qui utilise un traitement automatisé de leur renseignement personnel. Alors, pensez par exemple à des organismes publics qui peuvent utiliser des systèmes d'aide à la décision basés sur l'IA pour aller orienter vers telle ou telle allocation de ressources, tel ou tel processus sélectif. Pensez à des organismes privés qui, dans leur processus de sélection des ressources humaines, vont utiliser des dispositifs d'intelligence artificielle. Ben là, il y a une véritable obligation, dès le 22 septembre 2023, d'informer la personne
que l'employé en question a utilisé un système d'IA pour l'aide à la décision et surtout lui permettre de réviser cette décision si cette personne pense que l'utilisation a été injuste, inéquitable, voire discriminatoire. Donc là, c'est vraiment beaucoup d'implications pour les organisations qui trouvent justement que ces systèmes d'IA peuvent être utiles pour aller automatiser la décision, gagner de l'efficacité dans la planification, la gestion. Mais attention, il y a une obligation de transparence et il y a une obligation de droit de rectification de la décision. Puis ça, tout le monde n'est pas au courant, mais c'est quand même important. Alors ça, c'est un élément de la responsabilité quand on développe ou on utilise des systèmes d'IA. Mais il y en a plein en fait. Parce que si on fait le tour de toutes les recommandations et les déclarations sur l'intelligence artificielle depuis au moins 2018, qui est la date de publication de la Déclaration de Montréal pour une IA responsable, on trouve énormément de principes qui nous disent qu'il est important aujourd'hui d'adopter des pratiques exemplaires. On voit toutes les discussions sur ChatGPT, mais c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Il y a des systèmes d'IA partout, puis il y a beaucoup de principes. Alors, si on prend notre Déclaration de Montréal, dont on est fort fier parce qu'on a été évidemment l'une des premières juridictions à émettre une déclaration d'IA responsable, il y a 10 principes. Donc, bien-être, autonomie, solidarité, etc. Ici, le but, ce n'est pas d'aller à travers tous les principes, mais si vous n'avez pas connaissance encore de cette déclaration, allez-y, il y a un site internet qui lui est dédié avec toute l'explication très accessible autour de ces principes et sous-principes. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais un de mes principes favoris, c'est le numéro 5, c'est ce qu'on appelle le principe de participation démocratique. Donc, des systèmes doivent être intelligibles, justifiables, accessibles, soumis à des examens, à un contrôle démocratique. Puis, vous voyez, il y a un principe, mais 10 sous-principes. Puis, en fait, ça veut dire que des décisions doivent être compréhensibles, justifiables. On doit pouvoir dire pourquoi le système d'intelligence artificielle est arrivé à telle ou telle décision. On doit pouvoir rendre les codes ouverts, vérifiables par des experts. Ben, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à ChatGPT, finalement, quelles sont ses sources, sur quoi il était entraîné. Les développeurs d'IA doivent être imputables, finalement, des résultats. Ce n'est pas que les utilisateurs qui sont imputables. Est-ce que l'entraînement s'est fait avec des jeux de données qui étaient vraiment accessibles? Est-ce que les gens avaient consenti à une utilisation pour un entraînement? C'est plein de problématiques autour de la participation démocratique parce qu'on doit pouvoir participer à quelque chose qu'on comprend. Puis, il y a d'autres volets, finalement, de cette participation démocratique. Puis, on ne touche qu'un seul volet de l'IA responsable ici. C'est informer le public, les utilisateurs, si, justement, ils font l'objet de décisions automatisées. C'est engager les parties prenantes dans l'évaluation des systèmes. Vous avez peut-être une organisation, être intéressé par peut-être à utiliser un système d'IA ou à ChatGPT dans votre site Internet. Est-ce que des personnes ont le droit de dire s'ils pensent que leur interaction avec ChatGPT était inadéquate? Laissez-leur un canal de discussion. Ça fait partie de la co-construction et de l'évaluation collective. Puis c'est aussi favoriser un développement inclusif, surtout pour le volet développement d'IA. Je ne sais pas si parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui développent des systèmes, mais c'est vraiment dans ce cadre que la déclaration me semble très intéressante. C'est favoriser finalement un principe de co-construction de ces nouveaux outils qui sont plein de promesses, mais qui soulèvent des enjeux qui sont maintenant largement médiatisés. Alors, je laisse à Mélanie la place pour le 6e outil, puis après, je viendrai vers discussion-conclusion. Oui, donc en fait, c'est quand même important de se rappeler aussi que les renseignements personnels d'une personne lui appartiennent. Et donc, quand on part de ce principe-là, c'est important d'informer puis d'engager les parties prenantes autour des données parce que c'est ça, on utilise des données finalement qui leur appartiennent. Donc, c'est important qu'il y ait une espèce d'adhésion dans ce processus-là. Et donc ça peut se faire en favorisant la compréhension et l'engagement des personnes dont on utilise les données. C'est ça, c'est pas suffisant de simplement obtenir un consentement pour la collecte, l'utilisation ou la communication des données personnelles. On peut se permettre d'aller plus loin. Donc, la population, elle demande de la transparence des contreparties. Donc, qui utilise mes données? Pourquoi? Comment c'est protégé, anonymisé? Comment ces données-là aussi bénéficient-elles à la société? Alors, il y a des outils qui existent pour trouver des manières d'engager les personnes autour de l'utilisation des données. Donc, notamment le réseau de recherche sur les données de santé du Canada a développé des outils intéressants, en lien avec ça. Il y a aussi des pays qui démontrent vraiment des pratiques exemplaires en matière d'engagement citoyen autour des données. Donc, on a 2 exemples ici. Understanding Patient Data, c'est une initiative qui vise à rendre la manière dont les données des patients sont utilisées plus transparente, plus compréhensible et plus fiable pour les patients, le public et les professionnels de la santé. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le patient au cœur de l'utilisation de ces données.
On a aussi le Health Data Research UK qui a lancé une campagne visant à mettre en évidence le potentiel des données massives pour remédier aux inégalités auxquelles sont confrontées les personnes touchées par des troubles de santé mentale. Donc, on voit vraiment des belles infographies, des beaux outils qui existent en lien avec cette utilisation de données, notamment dans le domaine de la santé et de la santé mentale. Donc, on en arrive à notre synthèse, puis on aura une question pour vous. Mais surtout, si vous voulez poser des questions ou celles qu'on soulève ou des commentaires, n'hésitez surtout pas dans la partie clavardage, je vous demandez la parole. Donc, nous, on voulait vous présenter aujourd'hui, on n'avait qu'une heure, un webinaire du midi pour vous accompagner. Donc, notre trousse à outils, on ne prétend pas permettre une conformité à toutes les nouvelles dispositions législatives en lien avec la loi 25. C'est vraiment loin de notre intention. En fait, c'est d'aller avec un bon départ. Commencer par le diagnostic, la prévention, la gestion des incidents, s'assurer que vous respectez bien les droits fondamentaux autour de l'utilisation des données. On pense beaucoup au consentement. Nous, on vous a parlé aussi d'accès, de rectification, d'information, de transparence. On a abordé rapidement l'IA et aussi quelque chose qui nous est beaucoup à cœur à Datalama avec Mélanie, c'est l'information, l'engagement de tous et toutes dans les données. Comprendre c'est quoi ce qu'on collecte, comment on les utilise, c'est quoi les bénéfices, les enjeux. Donc, à l'aide de ce discours et surtout vous donner des exemples concrets. Ça peut se faire sans avoir énormément de ressources. C'est accessible pour les petites organisations et les grandes organisations. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite toujours d'avoir des experts juridiques à vos côtés. Vous pouvez y aller progressivement. Je vous invite à nouveau à aller sur la plateforme de sondage parce qu'on voudrait vous demander c'est quoi les 3 outils qu'on vous a présentés qui, selon vous, en fait, sont les plus utiles ou les plus prioritaires pour votre organisation ou pour vous. Donc, allez à nouveau sur la plateforme. Je ne sais pas si, Mélanie, le lien est pas trop loin en clavardage. Je l'ai. Je ne vois pas là. Merci beaucoup. Donc, c'est 3794717, c'est le code. Et puis, vous pouvez répondre à notre petit sondage. On vous demande de choisir parmi les 6 outils, les 3 qui vous sont prioritaires. Vous pouvez même classer. Donc, moi, je vais aller regarder et activer. Donc, normalement, vous pouvez commencer à répondre. Donc, les 3 outils qui vous semblent les plus utiles pour vous ou votre organisation. Et je vais pouvoir voir les résultats à mesure que vous votez, si ça fonctionne. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui accède, ce qui est rassurant. Alors là, je ne suis pas sur le bon lien, là, non? C'est les attentes. Attendez, excusez-moi. Ah, j'ai peut-être mis le mauvais lien. Il y a une personne Ah non, qui c'est dit bon, que ça c'est bon, fonctionne. c'est Ok. parfait. Je pense que ça marche. C'était moi qui étais sur la mauvaise fenêtre. Ça y est, ça commence à voter. Donc, OK, je regarde un peu tout. Gouvernance des données, c'est intéressant. L'inventaire, consentement et droits des personnes. Est-ce que ça va changer? Je laisse encore quelques secondes pour voir un peu quelles étaient vos préoccupations principales aujourd'hui, là où vous sentez qu'il faut mettre en priorité des ressources, du temps pour aller penser à la gestion des données. Allez-y, n'hésitez pas. Ok, bah moi je reste sur cette idée-là, mais vous pouvez toujours en fait participer parce que nous, à la suite de la consultation, on a les résultats finaux. Donc l'idée, c'est d'aller voir et de se dire, ok, donc c'est là qu'on devrait peut-être produire plus de ressources, des guides de pratique, ou peut-être venir à vos côtés pour vous aider. C'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport, il y a quand même un consensus. Je ne sais pas si tu observes la même chose, Mélanie, mais c'est intéressant. Alors, avant d'arrêter le partage, je veux juste continuer vers nos dernières diapositives qui présentent surtout un programme en fait en réponse aux besoins des organisations, donc à la fois privées, publiques, mais surtout communautaires ou des petites startups qui commencent et qui n'ont pas les moyens de s'outiller avec des experts juridiques de mise en conformité. On a monté un programme avec Mélanie qu'on appelle INGWAS, qui est de renforcement des capacités en gestion des données et qui est accessible à tous et toutes. Et ce qu'on propose, c'est 3 aspects.
Donc, des formations pour renforcer les compétences, on peut le faire à votre demande pour telle partie prenante, dans l'organisation, pour des fournisseurs. De l'accompagnement aussi, si vous souhaitez aller plus vers un projet ou pour monter un inventaire des bases de données, plus de gestion, mettre en place des principes éthiques, mettre à jour votre site Internet pour qu'il soit conforme à la loi 25, on peut faire ça aussi. Et on développe aussi des solutions numériques responsables. On a tout un volet de dev dans Datalama pour pouvoir développer des sites Internet, des plateformes. On peut faire du 2D, du 3D, c'est ce qui nous intéresse, nous plaît. Et on donne la saveur, bien sûr, protection des données, gestion et conformité avec les dispositions législatives et des principes éthiques. Donc, je m'arrêterai là en vous invitant, si vous avez toute question, à nous contacter à travers ce courriel et avec Mélanie. Ne surtout pas hésiter à nous poser des questions. Et puis, je ne sais pas s'il y aura des questions, des Alors, on en a commentaires. déjà eu deux, puis notamment une à laquelle j'aimerais bien répondre parce que je la trouve super intéressante. Alors, je vais juste... une personne demande, de ce que je comprends, la personne peut demander que nous ne conservions plus ces données ou que nous modifions les données conservées, mais est-ce que cela s'applique dans le cadre des dossiers et notes évolutives cliniques également? Donc là, on parle vraiment des documents, des informations un peu plus cliniques qui nous aident finalement à mieux répondre aux besoins de la personne. Étant donné qu'on parle de renseignements personnels, oui, ça tomberait sous ces obligations-là. Par contre, comme on le disait, dans la pratique, il y a des cas où ça peut être un peu plus compliqué, notamment si la personne a répondu de manière anonyme, bon, des choses comme ça. Et c'est un peu là aussi que l'éthique rentre en jeu, dans la mesure où parfois le fait de supprimer ou modifier les données d'une personne, bah, ça peut avoir un impact sur les services qu'on lui offre. Donc, ça peut être intéressant d'inclure la personne le plus possible dans ces processus-là, quand c'est possible, évidemment, pour lui expliquer de manière transparente, par exemple, ben, si je supprime telle donnée clinique ou si je les modifie, ben voilà l'impact que ça peut avoir par rapport au service que je t'offre. Donc, est-ce qu'on peut trouver un équilibre ensemble sans dissuader la personne? Évidemment, c'est pas ça l'idée, simplement de l'inclure dans ce processus pour que ce soit le plus transparent et consensuel possible. Mais c'est sûr que à première vue, c'est vraiment important de respecter la volonté de la personne en lien avec la gestion des données, étant donné que c'est des données qui lui appartiennent. Je ne sais pas, Cécile, si tu voulais ajouter quelque chose. Non, c'est excellent, c'est super complet et vraiment accessible, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a l'idée de mettre en application tous ces droits, et que ce n'est pas facile en pratique, mais la manière dont tu l'as expliqué, c'était très concret. On a Est-ce aussi que vous une voyez deuxième question. Oui. Oui. Lorsqu'une personne a un diagnostic d'anxiété ou de maladie mentale, elle n'est plus prise au sérieux lors d'une visite à l'urgence, même si elle a une maladie grave. Donc, comment peut-on réduire cette stigmatisation dans un univers hyper connecté? C'est aussi une question super intéressante. À première vue, j'aurais tendance à dire que l'univers hyper connecté peut aussi nous permettre de travailler à la déstigmatisation. Donc, que ce soit par des campagnes de sensibilisation ou justement de profiter de ces données qu'on collecte pour mieux comprendre les personnes auprès de qui on intervient. Et puis comment elles vivent aussi cette stigmatisation, ben, toutes ces données-là peuvent, le fait qu'on soit dans un univers hyper connecté peut nous permettre de mieux travailler à la déstigmatisation. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais à première vue, j'aurais tendance à répondre à ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Mélanie, parce qu'aujourd'hui, il y a le pouvoir de l'opt-out, c'est-à-dire de refuser que nos données soient utilisées pour des finalités secondaires, hors des soins, par exemple dans le domaine de la santé. Puis, les gens ont peur qu'il y ait des conséquences à opt-out, en fait, à retirer son consentement. Puis, l'idée et la confiance à passer dans des organismes, c'est vous avez le droit de retirer votre consentement. Il n'y aura pas une implication sur la qualité des services qui seront fournis, mais ça peut être expliqué et explicité. Je pense que ça fait partie du devoir de transparence et de pédagogie qu'on a en tant qu'organisation. Je ne sais pas si vous voyez une autre question. Est-ce que tout le monde est parvenu à accéder à la présentation? On avait mis un lien dans le question-réponse, mais je vais essayer de le remettre dans la conversation. On a publié en fait sur la plateforme la présentation. Donc, vous devez pouvoir la visualiser. Je viens de remettre le lien. Sinon, écrivez-nous. Vas-y, je vois une autre peut-être question, Mélanie. Oui, une personne qui nous demande si on a des ouvrages intéressants à proposer en lien avec la protection des données à caractère personnel et la révolution numérique. Alors, on en a très certainement. Ce qu'on pourrait faire, c'est on a mis nos coordonnées un peu plus haut dans le clavardage. Donc, je vous invite peut-être à nous écrire et puis on pourra vous partager ces ressources. Super.
Écoute, Mélanie, je pense que c'est notre mot de la fin, si ça te convient. C'est parfait. C'était un super webinaire. Merci à toi. Merci à toutes et tous d'être venus vraiment nombreux. C'est très encourageant pour nous. Et puis, on espère que le contenu a été intéressant et que ça peut donner naissance à plus d'échanges avec vous, des conversations et des partenariats. Donc, on a essayé de rendre ça clair et concret. Et bravo, Mélanie. On peut tous reconnaître grand talent de pédagogie, d'explication. Mais L'éthique d'Adonis, merci on à l'a toi jamais été aussi, aussi Cécile. concrète. Merci à vous tous et à la prochaine. Et puis, je vois que l'accès est bloqué dans votre institution. Donc là, il faudra aller à la maison pour voir toutes les ressources. Merci. Bonne semaine à vous. Portez-vous bien.